Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer au chapitre 29 et 30. Le premier avancement. Il a connu son siècle, il a connu son département. Et il est riche, le précurseur. Julien n'était pas encore revenu de la rêverie profonde où l'avait plongé l'événement de la cathédrale, lorsqu'un matin le sévère abbé Pirard le fit appeler. « Voilà monsieur l'abbé Chabernard qui m'écrit en votre faveur. Je suis assez content de l'ensemble de votre conduite. Vous êtes extrêmement imprudent et même étourdi, sans qu'il y ait paresse. Cependant, jusqu'ici, le cœur est bon et même généreux. L'esprit est supérieur. Au total, je vois en vous une étincelle qu'il ne faut pas négliger. Après 15 ans de travaux, je suis sur le point de sortir de cette maison. Mon crime est d'avoir laissé les séminaristes à leur libre arbitre et de n'avoir ni protégé ni desservi cette société secrète dont vous m'avez parlé au tribunal de la pénitence. Avant de partir, je veux faire quelque chose pour vous. J'aurais agi 2 mois plus tôt, car vous le méritez, sans la dénonciation fondée sur l'adresse d'Amanda Binet trouvée chez vous. Fait répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Julien, transporté de reconnaissance, eut bien l'idée de se jeter à genoux et de remercier Dieu. Mais il céda à un mouvement plus vrai. Il s'approcha de l'abbé Pirard et lui prit la main qui porta à ses lèvres. « Qu'est ceci ?» s'écria le directeur d'un air fâché, mais les yeux de Julien en disaient encore plus que son action. L'abbé Pirard le regarda avec étonnement, tel qu'un homme qui, depuis 2 longues années, a perdu l'habitude de rencontrer des émotions délicates. Cette attention trahit le directeur, sa voix s'altéra. « Eh bien, oui, mon enfant, je te suis attaché. Le ciel sait que c'est bien malgré moi. Je devrais être juste et n'avoir ni haine ni amour pour personne. Ta carrière sera pénible. Je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire. La jalousie et la calomnie te poursuivront. En quelque lieu que la Providence te place, tes compagnons ne te verront jamais sans te haïr. Et s'ils freignent de t'aimer, ce sera pour te trahir plus sûrement. À cela, il n'y a qu'un remède. N'aie recours qu'à Dieu, qui t'a donné pour te punir de ta présomption, cette nécessité d'être trahi. Que ta conduite soit pure, c'est la seule ressource que je te vois. Si tu tiens à la vérité d'une étreinte invincible, tôt ou tard, tes ennemis seront confondus. » Il y avait si longtemps que Julien n'avait entendu une voix amie, qu'il faut lui pardonner une faiblesse. Il fondit en larmes. L'abbé Pirard lui ouvrit les bras. Ce moment fut bien doux pour tous les deux. Julien était fou de joie. Cet avancement était le premier qu'il obtenait. Les avantages étaient immenses. Pour les concevoir, il faut avoir été condamné à passer des mois entiers sans un instant de solitude et dans un contact immédiat avec des camarades pour le moins importants, et la plupart intolérables. Leurs cris seuls eussent suffi pour porter le désordre dans une organisation délicate. La joie bruyante de ces paysans bien nourris et bien vêtus ne savait jouir d'elle-même, ne se croyait entière que lorsqu'ils criaient de toute la force de leurs poumons. Maintenant, Julien dînait seul, ou à peu près 1 heure plus tard que les autres séminaristes. Il avait une clé du jardin et pouvait s'y promener aux heures où il est désert. À son grand étonnement, Julien s'aperçut qu'on le laissait moins et s'attendait au contraire à un redoublement de haine. Ce désir secret qu'on ne lui adressait par la parole, qui était trop évident et lui valait tant d'ennemis, ne fut plus une marque de hauteur ridicule. Aux yeux des êtres grossiers qui l'entouraient, ce fut un juste sentiment de sa dignité. La haine diminua sensiblement, surtout parmi les plus jeunes de ses camarades devenus ses élèves, ce qui traitait avec beaucoup de politesse. Peu à peu, il eut même des partisans. Il devine de mauvais ton de l'appeler Martin Luther. Mais à quoi bon nommer ses amis ses ennemis? Tout cela est laid, et d'autant plus laid que le dessein est plus vrai. Ce sont cependant là les seuls professeurs de morale qu'est le peuple, et sans eux, que deviendrait-il? Le journal pourrait-il jamais remplacer le curé?
Depuis la nouvelle dignité de Julien, le directeur du séminaire affecta de ne lui parler jamais sans témoin. Il y avait dans cette conduite prudence pour le maître comme pour le disciple, mais il y avait surtout épreuve. Le principe invariable de sévères jansénistes, Pérard était « Un homme a-t-il du mérite à vos yeux ? Mettez obstacle à tout ce qu'il désire, à tout ce qu'il entreprend. Si le mérite est réel, il saura bien renverser ou tourner les obstacles. » C'était le temps de la chasse. Fouquet eut l'idée d'envoyer au séminaire un cerf et un sanglier de la part des parents de Julien. Les animaux morts furent déposés dans le passage entre la cuisine et le réfectoire. Ce fut là que tous les séminaristes les virent en allant dîner. Ce fut un grand objet de curiosité. Le sanglier tout mort qu'il était faisait peur aux plus jeunes, il touchait ses défenses. On ne parla d'autre chose pendant 8 jours. Sodon, qui classait la famille de Julien dans la partie de la société qu'il faut respecter, porta un coup mortel à l'envie. Il fut une supériorité consacrée par la fortune. Chazelle et le plus distingué des séminaristes lui firent des avances et se seraient presque plaints à lui de ceux qu'il ne les avait pas avertis de la fortune de ses parents. Il les avait ainsi exposés à manquer de respect à l'argent. Il y eut une conscription dont Julien fut exempté en sa qualité de séminariste. Cette circonstance l'émut profondément. Voilà donc passé à jamais l'instant où 20 ans plus tôt, une vie héroïque eût commencé pour moi. Il se promenait seul dans le jardin du séminaire. Il entendit parler entre eux des maçons qui travaillaient au mur de clôture. « Eh bien, il faut partir. Voilà une nouvelle conscription. » Dans le temps de l'autre, à la bonne heure, un maçon y devenait officier, il devenait général, on a vu ça. Va-t'en voir maintenant. Il n'y a que les gueux qui partent. Celui qui a de quoi reste au pays. Qui naît misérable reste misérable, et voilà. Ah ça, est-ce bien vrai ceux qui disent que l'autre est mort ? Reprit un troisième maçon. Ce sont les gros qui disent ça, vois-tu ? L'autre leur faisait peur. Quelle différence comme l'ouvrage allait de son temps. Et dire qu'il a été trahi par ces maréchaux, faut-il être traître ? Cette conversation consola un peu Julien en s'éloignant et repartait avec un soupir. Le seul roi dont le peuple ait gardé la mémoire. Le temps des examens arriva. Julien répondit d'une façon brillante et vit que Chazelle lui-même cherchait à montrer tout son savoir. Le premier jour, les examineurs nommés par les fameux grands vicaires de Frilair furent très contrariés de devoir toujours porter le premier ou tout au plus le second sur leur liste, ce Julien Sorel, qui leur était signalé comme le Benjamin de l'abbé Pirard. Il y eut de Paris au séminaire que dans la liste de l'examen général. Julien aurait le numéro premier, ce qui importait l'honneur de dîner chez monsieur l'évêque. Mais à la fin d'une séance où il avait été question des pères de l'Église, un examinateur à droit, après avoir interrogé Julien sur Saint Jérôme et sa passion pour Cicéron, vient parler d'Horace, de Virgile et des autres auteurs profanes. À l'insu de ses camarades, Julien avait appris par cœur un grand nombre de passages de ces auteurs. Entraîné par ses succès, il oublia le lieu où il était et, sur la demande réitérée de l'examinateur, récita et paraphrasa avec feu plusieurs odes d'Horace. Après l'avoir laissé s'enferrer pendant 20 minutes, tout à coup l'examinateur changea de visage et lui reprocha avec aigreur le temps qu'il avait perdu à ses études profanes et les idées inutiles ou criminelles qui s'étaient mises dans la tête. « Je suis un sot, monsieur, et vous avez raison, dit Julien, d'un air modeste, en reconnaissant le stratagème adroit dont il était victime. Cette ruse de l'examinateur fut trouvée sale, même au séminaire, ce qui n'empêcha pas monsieur l'abbé de Frilair, cet homme adroit qui avait organisé si savamment le réseau de la congrégation byzantine et dont les dépêchés à Paris faisaient trembler juges, préfets jusqu'aux officiers généraux de la garnison, de placer de sa main puissante le numéro 198 à côté du nom de Julien. Il avait de la joie à mortifier ainsi son ennemi, le janséniste Pérard. Depuis 10 ans, sa grande affaire était de lui enlever la direction
la direction du séminaire. Cet abbé, suivant pour lui-même le plan de conduite qu'il avait indiqué à Julien, était un sincère, pieux, sans intrigue, attaché à ses devoirs. Mais le ciel, dans sa colère, lui avait donné ce tempérament bilieux, fait pour sentir profondément les injures et la haine. Aucun des outrages qu'on lui adressait n'était perdu pour cette âme ardente. Il eut 100 fois donné sa démission, mais il se croyait utile dans le poste où la Providence l'avait placé. J'empêche les progrès de jésuitisme et de l'idolâtrie, se disait-il. À l'époque des examens, il y avait 2 mois peut-être qu'il n'avait parlé à Julien, et cependant, il fut malade pendant 8 jours. Quand, en recevant la lettre officielle annonçant le résultat de concours, il vit le numéro 198 placé à côté du nom de cet élève qui regardait comme la gloire de sa maison. La seule consolation pour sa carrière sévère fut de concentrer sur Julien tous ses moyens de surveillance. Ce fut avec ravissement qu'il ne découvrit en lui ni colère, ni projet de vengeance, ni découragement. Quelques semaines après, Julien tressaillit en recevant une lettre. Elle portait le timbre de Paris, enfin, pensa-t-il, Madame de Rênal se souvient de ses promesses. Un monsieur qui signait Paul Sorel, et qui se disait son parent, lui envoyant une lettre de change de 500 francs. On ajoutait que si Julien continuait à étudier avec succès les bons auteurs latins, une somme pareille lui serait adressée chaque année. C'est elle, c'est sa bonté, se dit Julien attendri. Elle veut me consoler, mais pourquoi pas une seule parole d'amitié? Il se trompait sur cette lettre. Madame de Rênal, dirigée par son amie, Madame Derville, était tout entière à ses remords profonds. Malgré elle, elle pensait souvent à l'être singulier, dont la rencontre avait bouleversé son existence, mais se fut bien gardée de lui écrire. Si nous parlions le langage du séminaire, nous pourrions reconnaître un miracle dans cet envoi de 500 francs, à dire que c'était de M. de Frilair lui-même que le ciel se servait pour faire ce don à Julien. 12 années auparavant, M. l'abbé de Frilair était arrivé à Besançon avec un porte-manteau des plus exigus, lequel, suivant la chronique, contenait toute sa fortune. Il se trouvait maintenant l'un des plus riches propriétaires du département. Dans les cours de ses prospérités, il avait acheté la moitié d'une terre, dont l'autre partie échoue par héritage de M. de la Mole. De là, un grand procès entre ces personnages. Malgré sa brillante existence à Paris et les emplois qu'il avait à la cour, M. le marquis de la Mole sentit qu'il était dangereux de lutter à Besançon contre un grand vicaire qui passait pour faire et défaire les préfets. Au lieu de solliciter une gratification de 50 000 francs, déguisée sous un nom quelconque admis par le budget, et d'abandonner à l'abbé de Frilair ce chétif procès de 50 000 francs, le marquis se piqua. Il croyait avoir raison, belle raison. Or, s'il est permis de le dire, quel est le juge qui n'a pas un fils ou de moins un cousin à pousser dans le monde? Pour éclairer les plus aveugles, 8 jours après le premier arrêt qu'il obtint, M. l'abbé de Frilair prit le carrosse de M. l'évêque et alla lui-même porter la croix de la Légion d'honneur à son avocat. M. de la Motte, un peu étourdi de la contenance de sa partie adverse et sentant faiblir à ses avocats, demanda des conseils à l'abbé Chélan, qui le mit en relation avec M. Pirard. Ces relations avaient duré plusieurs années à l'époque de notre histoire. L'abbé Pirard porta son caractère passionné dans cette affaire. Voyant sans cesse les avocats du marquis, il étudia sa cause. En la trouvant juste, il devint ouvertement le solliciteur de marquis de la Mole contre le tout-puissant grand vicaire. Celui-ci fut outré de l'insolence, et de la part d'un petit janséniste encore. Voyez ce que c'est que cette noblesse de cour qui se prétend si puissante, disait à ses intimes l'abbé de Frilair. Monsieur de la Mole n'a pas seulement envoyé un misérable croix à son agent à Besançon, il va le laisser platement destitué. Cependant, m'écrit-on, son noble père ne laisse pas passer de semaines sans aller étaler son cordon bleu dans le salon du garde des Sceaux, quel qu'il soit. Malgré toute l'activité de l'abbé Pirard,
Et quoique M. de la Mole fût toujours au milieu avec le ministre de la Justice et surtout avec ses bureaux, tout ce qu'il avait pu faire après 6 années de soins avait été de ne pas perdre absolument son procès. Sans cesse en correspondance avec l'abbé Pirard, pour une affaire qui suivait tous les deux avec passion, le marquis finit par goûter le genre d'esprit de l'abbé. Peu à peu, malgré l'immense distance des positions sociales, leur correspondance prit le ton de l'amitié. L'abbé Pirard disait au marquis qu'on voulait l'obliger, à force d'avanie, à donner sa démission. Dans la colère qui lui inspira le stratagème infâme suivant lui employé contre Julien, il parla du jeune homme au marquis. Quoique fort riche, ce grand seigneur n'étant point avare. De la vie, il n'avait pu faire accepter à l'abbé Pirard même le remboursement des frais de poste occasionnés par les procès. Il saisit l'idée d'envoyer 500 francs à son élève favori. Monsieur de la Motte se donna la peine d'écrire lui-même la lettre d'envoi. Cela lui fit penser à l'abbé. Un jour, celui-ci reçut un petit billet qui, pour affaire pressante, l'engageait à passer sans délai dans une auberge de faubourg de Besançon. Il y trouva l'intendant de Monsieur de la Mole. « Monsieur le marquis m'a chargé de vous amener sa calèche, » lui dit cet homme. « Il espère qu'après avoir lu cette lettre, il vous conviendra de partir pour Paris dans 4 ou 5 jours. Je vais employer le temps que vous voudrez bien m'indiquer à parcourir les terres de monsieur le marquis en Franche-Comté. Après quoi, le jour qui vous conviendra, nous partirons pour Paris. » La lettre était courte. « Débarrassez-vous, mon cher monsieur, de toutes les tracasseries de Provence. Venez respirer un air tranquille à Paris. Je vous envoie ma voiture. Qu'à l'ordre d'attendre votre détermination pendant 4 jours. Je vous attendrai moi-même à Paris jusqu'à mardi. Il ne me faut qu'un oui de votre part, monsieur, pour accepter en votre nom une des meilleures cures des environs de Paris. Le plus riche de vos futurs paroissiens ne vous a jamais vu, mais vous est dévoué plus que vous ne pouvez croire. C'est le marquis de la Motte. » Sans s'en douter, il sévère abbé Pirard aimait ce séminaire peuplé de ses ennemis, et auquel depuis 15 ans il consacrait toutes ses pensées. La lettre de M. de la Motte fut pour lui comme l'apparition du chirurgien chargé de faire une opération cruelle et nécessaire. Sa destination était certaine. Il donna rendez-vous à l'intendant à 3 jours de là. Pendant 48 heures, il eut la fièvre d'incertitude. Enfin, il écrivit à M. de la Motte et composa pour M. l'évêque une lettre, chef-d'œuvre de style ecclésiastique, mais un peu longue. Il lui était difficile de trouver des phrases plus irréprochables et respirant un respect plus sincère. Et toutefois, cette lettre, destinée à donner une heure difficile à M. de Frilair, vis-à-vis de son patron, articulait tous les sujets de plaintes graves et descendait jusqu'aux petites tracasseries sales qui, après avoir été endurées avec résignation pendant 6 ans, fonçaient l'abbé Pirard à quitter le diocèse. On lui volait son bois dans son bûcher, on empoisonnait son chien, etc., etc. Cette lettre finie et fit réveiller Julien qui, à 8 heures de soir, dormait déjà, ainsi que tous les séminaristes. « Vous savez où est l'évêché » lui dit-il en un beau style latin. « Portez cette lettre à monseigneur. Je ne vous dissimulerai point que je vous envoie au milieu des loups. Soyez tous yeux et tous oreilles, Point de mensonge dans vos réponses, mais songez que qui vous interroge éprouverait peut-être une joie véritable à pouvoir vous nuire. Je suis bien aise, mon enfant, de vous donner cette expérience avant de vous quitter, car je ne vous le cache point, la lettre que vous portez est ma démission. » Julien resta immobile. Il aimait abbé Pirard. La prudence avait beau lui dire. Après le départ de cet honnête homme, le parti de Sacré-Cœur va me dégrader et peut-être me chasser. Il ne pouvait penser à lui. Ce qui l'embarrassait, c'était une phrase qu'il voulait arranger d'une manière polie et réellement il ne s'en trouvait pas l'esprit. « Eh bien, mon ami, ne partez-vous pas ?»« C'est qu'on dit, monsieur, dit timidement Julien, que pendant votre longue administration, vous n'avez rien mis de côté. »
J'ai 600 francs. Les larmes empêchèrent de continuer. Cela aussi sera marqué, dit froidement l'ex-directeur du séminaire. Allez à l'évêché, il se fait tard. Le hasard voulut que ce soir-là, M. l'abbé de Frilair fût de service dans le salon de l'évêché. Monseigneur dînait à la préfecture. Ce fut donc à M. de Frilair lui-même que Julien remit la lettre, mais il ne le connaissait pas. Julien vit avec étonnement cet abbé ouvrir hardiment la lettre adressée à l'évêque. La belle figure du grand vicaire exprima bientôt une surprise mêlée de vif plaisir et redoubla de gravité. Pendant qu'il lisait, Julien, frappé de sa bonne mine, eut le temps de l'examiner. Cette figure eut plus gravité sans la finesse extrême qui apparaissait dans certains traits, ce qui fut allé jusqu'à dénoter la fausseté si le possesseur de ce beau visage eût cessé un instant de s'en occuper. Le nez très avancé formait une seule ligne parfaitement droite, et donnait par malheur un profil fort distingué, d'ailleurs une ressemblance irrémédiable avec la physionomie d'un renard. Du reste, cet abbé, qui paraissait s'y occuper de la démission de M. Pérard, était mis avec une élégance qui plut beaucoup à Julien, ce qu'il n'avait jamais vu à aucun prêtre. Julien ne sut que plus tard quel était le talent spécial de l'abbé de Frilair. Il savait amuser son évêque, vieillard aimable, fait pour le séjour de Paris et qui regardait Besançon comme un exil. Cet évêque avait une fort mauvaise vue et aimait passionnément le poisson. L'abbé de Frilair ôtait les arêtes de poisson conservées à Monseigneur. Julien regardait en silence l'abbé qui relisait la démission lorsque tout à coup la porte s'ouvrit avec fracas. Un laquais, richement vêtu, passa rapidement. Julien n'eut que le temps de se retourner vers la porte. Il aperçut un petit vieillard portant une croix pectorale. Il se prosterna. L'évêque lui adressa un sourire de bonté et passa. Le bel abbé le suivit et Julien resta seul dans le salon dont il put à loisir admirer la magnificence pieuse. L'évêque de Besançon, homme d'esprit éprouvé, mais non pas étant par les longues misères de l'émigration, avait plus de 75 ans. Il s'inquiétait infiniment peu de ce qui arrivait dans 10 ans. Quel est ce séminariste au regard fin que je crois avoir vu en passant ? Dit l'évêque. Ne doivent-ils pas, suivant mon règlement, être couchés à l'heure qu'il est ? Celui-ci, fort éveillé, je vous jure, monseigneur, il apporte une grande nouvelle, c'est la démission du seul janséniste qui restait dans votre diocèse. Ce terrible abbé Pérard comprend enfin ce que parler veut dire. Eh bien, dit l'évêque avec un sourire malin, je vous défie de le remplacer par un homme qui le vaille. Et pour vous montrer tout le prix de cet homme, je l'invite à dîner pour demain. Le grand vicaire voulut glisser quelques mots sur le choix de successeur. Le prélat, peu disposé à parler d'affaires, lui dit « Avant de faire entrer cet autre, sachons un peu comment celui-ci s'en va. Faites-moi venir ce séminariste, la vérité est dans la bouche des enfants. » Julien fut appelé. « Je vais me trouver au milieu de 2 inquisiteurs, pensa-t-il. Jamais il ne s'était senti plus de courage. Au moment où il entra, de grands valets de chambre, mieux mis que M. Valmont lui-même, déshabillé. « Monseigneur, ce prélat, avant d'en venir à M. Pérard, crut devoir interroger Julien sur ses études. Il parlait un peu de dogme et fut étonné. Bientôt il en vit aux Humanités, à Virgile, à Horace, à Cicéron. Ces noms-là, pensa Julien, m'ont valu mon numéro 198. Je n'ai rien à perdre, essayons de briller. » Et réussit le prélat, excellent, humaniste lui-même, fut enchanté. Au dîner de la préfecture, une jeune fille justement célèbre avait récité le poème de la Madeleine. Il était en train de parler littérature et oublia bien vite l'abbé Pérard et toutes les affaires pour discuter avec les séminaristes la question de savoir si Horace était riche ou pauvre. Le prélat cita plusieurs odes, mais quelquefois sa mémoire était paresseuse et sur le champ, Julien récitait l'ode tout entière d'un air modeste. Ce qui frappa l'évêque fut que Julien ne sortait point du ton de la conversation. Il disait ses 20 ou 30 vers latins comme il lui parlait de ce qui se passait dans son séminaire.
On parla longtemps de Virgile, de Cicéron, enfin, le prélat ne put s'empêcher de faire compliment aux jeunes séminaristes. Il est impossible d'avoir fait de meilleures études. Monseigneur, dit Julien, votre séminaire peut vous offrir 197 sujets, bien moins dignes de votre haute approbation. Comment cela ? Dit le prélat, étonné de ce chiffre. Je puis appuyer d'une preuve officielle ce que j'ai honneur de dire devant Monseigneur. À l'examen annuel du séminaire répondant précisément sur les matières qui me valent, dans ce moment l'approbation de Monseigneur, j'ai obtenu le numéro 198. Ah, c'est le Benjamin de l'abbé Pirard, s'écria l'évêque en riant et regardant M. de Frilair. Nous aurions dû nous y attendre. Mais c'est de bonne guerre. N'est-ce pas, mon ami, ajouta-t-il en s'adressant à Julien, qu'on vous a fait réveiller pour vous envoyer ici ? Oui, monseigneur, je ne suis sorti seul du séminaire qu'une seule fois en ma vie pour aller aider M. l'abbé Chabernard à orner la cathédrale le jour de la fête Dieu. Optime, dit l'évêque, quoi ? C'est vous qui avez fait preuve de tant de courage en plaçant les bouquets de plumes sur le baldaquin ? Ils me font frémir chaque année. Je crains toujours qu'ils ne me coûtent la vie d'un homme. Mon ami, vous irez loin. Mais je ne veux pas arrêter votre carrière, qui sera brillante, en vous faisant mourir de faim. Et sur l'ordre de l'évêque, on apporta des biscuits du vin de Malaga, auxquels Julien fit honneur. Et encore plus l'abbé de Frilair, qui savait que son évêque aimait avoir mangé gaiement et de bon appétit. Le prélat de plus en plus content de la fin de la soirée parla un instant d'histoire ecclésiastique. Il vit que Julien ne comprenait pas. Le prélat passa à l'état moral de l'Empire romain sous les empereurs du siècle de Constantin. La fin du paganisme était accompagnée de cet état d'inquiétude et de doute qui, de XIXe siècle, désole les esprits tristes et ennuyés. Monseigneur remarqua que Julien ignorait presque jusqu'au nom de Tacite. Julien répondit avec candeur et l'étonnement de son évêque que cet auteur ne se trouvait pas dans la bibliothèque du séminaire. « J'en suis vraiment bien aise, dit l'évêque gaiement. Vous me tirez d'embarras depuis 10 minutes, je cherche les moyens de vous remercier de la soirée aimable que vous m'avez procurée, et certes d'une manière bien imprévue. Je ne m'attendais pas à trouver un docteur dans un élève de mon séminaire. Quoique le don ne soit pas trop canonique, je veux vous donner un Tacite. » Le prélat se fit apporter 8 volumes supérieurement reliés et voulut écrire lui-même sur le titre du premier un complément latin pour Julien Sorel. L'évêque se piquait de belle latinité et finit par lui dire d'un ton sérieux qui tranchait tout à fait avec celui du reste de la conversation. « Jeune homme, si vous êtes sage, vous aurez un jour la meilleure cure de mon diocèse. Et pas à 100 lieues de mon palais épiscopal, mais il faut être sage. » Julien, chargé de ses volumes, sortit de l'évêché, fort étonné, comme minuit sonnait. Monseigneur ne lui avait pas dit un mot de l'abbé Pirard. Julien était surtout étonné de l'extrême politesse de l'évêque. Il n'avait pas l'idée d'une telle urbanité de formes réunies à un air de dignité aussi naturel. Julien fut surtout frappé du contraste en revoyant le sombre abbé Pirard qui l'attendait en s'impatientant. « Quid tibi dixerunt » Que vous ont-ils dit ? Lui cria-t-il d'une voix forte du plus loin qu'il l'aperçut. Julien s'embrouillant un peu à traduire en latin les discours de l'évêque. Parler français et répéter les propres paroles de Monseigneur, sans y ajouter rien ni rien retranché, dit l'ex-directeur du séminaire, avec son ton dur et ses manières profondément inélégantes. Quel étrange cadeau de la part d'un évêque à un jeune séminariste, disait-il en feuilletant le superbe Tacite dont la tranche dorée avait l'air de lui faire horreur. 2 heures sonnaient lorsque, après un compte rendu fort détaillé, il permit à son élève favori de regagner sa chambre. « Laissez-moi le premier volume de votre Tacite, où est le complément de Monseigneur l'évêque, lui dit-il. Cette ligne latine sera votre paratonnerre dans cette maison, après mon départ. Erit tibi fili mi successor meus tancam leo querens quem devoret. Car pour toi, mon fils, mon successeur sera comme un lion furieux et
et qui cherche à dévorer. Le lendemain matin, Julien trouva quelque chose d'étrange dans la manière dont ses camarades lui parlaient. Il n'en fit que plus réservé. Voilà, pensa-t-il, l'effet de la démission de M. Pirard. Elle est connue de toute la maison, et je passe pour son favori. Il doit y avoir de l'insulte dans ses façons, mais il ne pouvait l'y voir. Il y avait au contraire absence de haine dans les yeux de tous ceux qu'il rencontrait le long des dortoirs. Que veut dire ceci? C'est un piège sans doute, joint serré. Enfin, le petit séminariste de Verrières lui dit en riant « Corneille Tacite, opera omnia », œuvre complète de Tacite. À ce mot qui fut entendu tout comme à l'envie firent un complément à Julien, non seulement sur le magnifique cadeau qu'il avait reçu de Monseigneur, mais aussi de la conversation de 2 heures dont il avait été honoré. On savait jusqu'au plus petit détail. De ce moment, il n'y eut plus d'envie. On lui fit la cour bassement. L'abbé Castanède, qui la veille encore était de la dernière insolence envers lui, vint le prendre par le bras et l'invita à déjeuner. Par une fatalité du caractère de Julien, l'insolence de ces êtres grossiers lui avait fait beaucoup de peine. Leur bassesse lui causa du dégoût et aucun plaisir. Vers midi, l'abbé Pirard quitta ses élèves, non sans leur adresser une allocution sévère. « Voulez-vous les honneurs du monde ?» leur dit-il. « Tous les avantages sociaux, le plaisir de commander sous lui, se moquer des lois et d'être insolent impunément envers tous ? Ou bien, voulez-vous votre salut éternel ? Les moins avancés d'entre vous n'ont qu'à ouvrir les yeux pour distinguer les 2 routes. À peine fut-il sorti que les dévots du Sacré-Cœur de Jésus altèrent entonner un Te Deum dans la chapelle. Personne au séminaire ne prit au sérieux l'allocution de l'ex-directeur. Il a beaucoup d'humeur de sa destitution, disait-on de toutes parts. Pas un seul séminariste n'eut la simplicité de croire à la démission volontaire d'une place qui donnait tant de relations avec de gros fournisseurs. L'abbé Pirard alla s'établir dans la plus belle auberge de Besançon, et sous prétexte d'affaires qu'il n'avait pas voulu, y passait 2 jours. L'évêque l'avait invité à dîner pour plaisanter son grand vicaire de Frilair, cherchait à le faire briller. On était au dessert, lorsqu'arriva de Paris étrange nouvelle que l'abbé Pirard était nommé à la magnifique curée à 4 lieues de la capitale. Le bon prélat l'en félicita sincèrement. Il vit dans toute cette affaire un bien joué qui le mit de bonne humeur et lui donna la plus haute opinion de talent de l'abbé. Il lui donna un certificat latin magnifique et imposa silence à l'abbé de Frilair qui se permettait de remontrances. Le soir, Monseigneur porta son admiration chez la marquise de Rubempré. Ce fut une grande nouvelle pour la haute société de Besançon. On se perdait en conjoncture sur cette faveur extraordinaire. On voyait déjà l'abbé Pirard évêque. Les plus fins crurent M. de la Mole ministre et se permirent ce jour-là de sourire des airs impérieux que M. l'abbé de Frilair portait dans le monde. Le lendemain matin, on suivait presque l'abbé Pirard dans les rues, et les marchands venaient sur la porte de leur boutique lorsqu'il alla solliciter les juges de marquis. Pour la première fois, il en fut reçu avec politesse. Le sévère janséniste, indigné de tout ce qu'il voyait, fit un long travail avec les avocats qu'il avait choisis pour le marquis de la Mole et partit pour Paris. Il eut la faiblesse de dire à 2 ou 3 amis de collège qui l'accompagnaient jusqu'à la calèche, dont ils admirèrent les armoiries qu'après avoir administré le séminaire pendant 15 ans, et quittait Besançon avec 520 francs d'économie. Ses amis l'embrassèrent en pleurant et se dirent entre eux « Le bon abbé eût pu s'épargner ce mensonge, il est aussi pas trop ridicule. » Le vulgaire, aveuglé par l'amour de l'argent, n'était pas fait pour comprendre que c'était dans sa sincérité que l'abbé Pirard avait trouvé la force nécessaire pour lutter seul pendant 6 ans contre Marie Alacoque, le Sacré-Cœur de Jésus, les Jésuites et son évêque. On passe au chapitre numéro 30, un ambitieux. Il n'y a plus qu'une seule noblesse, c'est le titre de duc, marquis et ridicule.
Au mot duc, on tourne la tête. Edinburgh Review. L'abbé fut étonné de l'air noble et du ton presque gai du marquis. Cependant, ce futur ministre le recevait sans aucune de ces petites façons de grand seigneur, si polies mais si impertinentes pour qui les comprend. C'eût été du temps perdu et le marquis était assez avant dans les grandes affaires pour n'avoir point de temps à perdre. Depuis 6 mois, il intriguait pour faire accepter à la fois au roi et à la nation un certain ministère qui, par reconnaissance, le ferait duc. Le marquis demandait en vain depuis longues années à son avocat de Besançon un travail clair et précis sur ses procès de Franche-Comté. Comment l'avocat célèbre les lui eût-il expliqué s'il ne les comprenait pas lui-même? Le petit carré de papier qui lui remit l'abbé expliquait tout. « Mon cher abbé, lui dit le marquis après avoir expédié en moins de 5 minutes toutes les formules de politesse et d'interrogation sur les choses personnelles. Mon cher abbé, au milieu de ma prétendue prospérité, il me manque du temps pour m'occuper sérieusement de 2 petites choses assez importantes pourtant, ma famille et mes affaires. Je soigne en grand la fortune de ma maison. Je puis la porter loin. Je soigne mes plaisirs. Et c'est ce qui doit passer avant tout, du moins à mes yeux, ajouta-t-il, en surprenant de l'étonnement dans ceux de l'abbé Pirard. Quoique, homme de sens, l'abbé était émerveillé de voir un vieillard parler si franchement de ses plaisirs. Le travail existe sans doute à Paris, continua le grand seigneur, mais perché au 5e étage, et dès que je me reproche d'un homme, il prend un appartement au second, et sa femme prend un jour. Par conséquent, plus de travail, plus d'efforts que pour être ou paraître un homme de monde. C'est là leur unique affaire dès qu'ils ont du pain. Pour mes procès exactement parlant, et encore pour chaque procès pris à part, j'ai des avocats qui se tuent. Il m'en est mort un de la poitrine avant-hier. Mais pour mes affaires en général, courriez-vous, monsieur, que depuis 3 ans, j'ai renoncé à trouver un homme qui, pendant qu'il écrit pour moi, daigne songer un peu sérieusement à ce qu'il fait? Au reste, tout ceci n'est qu'une préface. Je vous estime et j'oserais ajouter, quoique vous voyant pour la première fois, je vous aime. Voulez-vous être mon secrétaire avec 8000 francs d'appointement ou bien avec le double? J'y gagnerai encore. Je vous jure, et je fais mon affaire, de vous conserver votre belle cure, pour le jour où nous conviendrons plus. L'abbé refusa. Mais vers la fin de la conversation, le véritable embarras où il voyait le marquis lui suggéra une idée. J'ai laissé au fond de mon séminaire, dit-il au marquis, un pauvre jeune homme qui, si je ne me trompe, va y être rudement persécuté. S'il n'était qu'un simple religieux, il serait déjà in pace. Jusqu'ici, ce jeune homme ne sait que le latin et l'écriture sainte. Mais il n'est pas possible qu'un jour il déploie de grands talents, soit pour la prédication, soit pour la direction des âmes. J'ignore ce qu'il fera, mais il a le feu sacré et peut aller loin. Je comptais le donner à notre évêque si jamais il nous en était venu un qui eût un peu de votre manière de voir les hommes et les affaires. Douceur votre jeune homme, dit le marquis. On le dit fils d'un charpentier de nos montagnes, mais je le croirais plutôt fils naturel de quelque homme riche. Je lui ai vu recevoir une lettre anonyme au pseudonyme avec une lettre de change de 500 francs. « Ah, c'est Julien Sorel, dit le marquis. D'où savez-vous son nom? Dit l'abbé étonné, et comme il rougissait de sa question. C'est ce que je ne vous dirai pas, répondit le marquis. Eh bien, reprit l'abbé, vous pourriez essayer d'en faire votre secrétaire. Il a de l'énergie, de la raison, en un mot, c'est un essai à tenter. Pourquoi pas, dit le marquis, mais serait-ce un homme à se laisser graisser la patte par le préfet de police ou par tout autre pour faire l'espion chez moi? Voilà toute mon objection. D'après les assurances favorables de l'abbé Pirard, le marquis prit un billet de 1000 francs. Envoyez ce viatique à Julien Sorel. Faites-le moi venir.
L'habitude d'habiter Paris doit en effet, monsieur le marquis, produire cette illusion dans votre esprit. Vous ne connaissez pas parce que vous êtes dans une position sociale élevée, la tyrannie qui pèse sur nous, autres pauvres provinciaux, et en particulier sur les prêtres non amis des jésuites. On ne voudra pas laisser partir Julien Sorel, on saura se couvrir des prétextes les plus faibles, les plus habiles. On me répondra qu'il est malade, la poste aura perdu les lettres, etc., etc. Je prendrai un de ces jours une lettre de ministre à l'évêque, dit le marquis. J'oubliais une précaution, dit l'abbé. Ce jeune homme, quoique n'est bien bas à le cœur haut, il ne sera d'aucune utilité dans vos affaires si l'on est farouche. Son orgueil, vous le rendriez stupide. Ceci me plaît, dit le marquis, j'en ferai le camarade de mon fils, cela suffirait-il ? Quelque temps après, Julien reçut une lettre d'une écriture inconnue et portant le timbre de Châlons. Il y trouva un mandat sur un marchand de Besançon et il avit de se rendre à Paris sans délai. La lettre était signée d'un nom supposé, mais en l'ouvrant, Julien avait tressailli. Une grosse tache d'encre s'était tombée au milieu du 13e mot. C'était le signal dont il était convenu avec l'abbé Pirard. Moins d'une heure après, Julien fut appelé à l'évêché, où il se vit accueillir avec une bonté toute paternelle. Tout en citant Horace, Monseigneur lui fit, sur les hautes destinées qu'il attendait à Paris, des compléments fort adroits et qui, pour remerciement, attendaient des explications. Julien ne put rien dire, d'abord parce qu'il ne savait rien et Monseigneur prit beaucoup de considération pour lui. Un des petits prêtres de l'évêché écrivit à Omer qui se hâta d'apporter lui-même un passeport signé, mais où l'on avait laissé en blanc le nom du voyageur. Le soir, avant minuit, Julien était chez Fouquier, dont l'esprit sage fut plus étonné que charme de l'avenir qui semblait attendre son ami. « Cela finira pour toi, dit cet électeur libéral, par une place de gouvernement, qui t'obligera à quelque démarche qui sera vilipendée dans les journaux. C'est par ta honte que j'aurai de tes nouvelles. Rappelle-toi que, même financièrement parlant, il vaut mieux gagner sans lui dans un bon commerce de bois, dont on est le maître, que de recevoir 4000 francs d'un gouvernement, fût-il celui du roi Salomon. » Julien ne vit dans tout cela que la petitesse d'esprit d'un bourgeois de campagne. Il allait enfin paraître sur le théâtre de grandes choses. Il aimait mieux moins de certitude et des chances plus vastes. Dans ce cœur-là, il n'y avait plus la moindre peur de mourir de faim. Le bonheur d'aller à Paris, qui se figurait peuplé de gens d'esprit fort intrigants, fort hypocrites, mais aussi polis, que l'évêque de Besançon et que l'évêque d'Agde éclipsaient tout à ses yeux. Il se représenta humblement à son ami comme privé de son libre arbitre par la lettre de l'abbé Pirard. Le lendemain, vers midi, il arriva dans Verrières, le plus heureux des hommes, et comptait revoir madame de Rênal. Il alla d'abord chez son premier protecteur, le bon abbé Chélan. Il trouva une réception sévère. « Croyez-vous m'avoir quelques obligations ?» lui dit monsieur Chélan, sans se répondre à son salut. Vous allez déjeuner avec moi. Pendant ce temps, on ira vous louer un autre cheval et vous quitterez Verrières sans y voir personne. Entendre, c'est obéir, répondit Julien avec une mine de séminaire. Et il ne fut plus question que de théologie et de belle latinité. Il monta à cheval, fit une lieue, après quoi, apercevant un bois et personne pour l'y voir entrer, il s'y enfonça. Au coucher de soleil, il renvoya le cheval par un paysan à la porte voisine. Plus tard, il entra chez un vigneron qui consentit à lui vendre une échelle et à le suivre en la portant jusqu'à petit bois qui domine le cours de la fidélité à Verrières. « Je suis un pauvre conscrit réfractaire, ou un contrebandier, dit le paysan en prenant congé de lui, mais peu m'importe. Mon échelle est bien payée et moi-même je ne suis pas sans avoir passé quelques mouvements de montre en ma vie. La nuit était fort noire.
Vers 1 heure du matin, Julien chargeait son échelle, entra dans Verrières, il descendit le plus tôt qu'il put dans la lit de torrent qui traverse le magnifique jardin de M. de Rênal et une profondeur de 10 pieds est contenue entre 2 murs. Julien monta facilement avec l'échelle. Quel accueil me feront les chiens de garde, pensa-t-il. Toute la question est là. Les chiens aboyèrent et s'avancèrent au galop sur lui. Mais il siffla doucement et ils vinrent le caresser. Remontant alors de terrasse en terrasse, quoique toutes les grilles fussent fermées, il lui fut facile d'arriver jusqu'au-sous la fenêtre de la chambre à coucher de Madame de Rênal, qui du côté du jardin n'est élevée que de 8 ou 10 pieds au-dessus du sol. Il y avait au volet une petite ouverture en forme de cœur que Julien connaissait bien. À son grand chagrin, cette petite ouverture n'était pas éclairée par la lumière intérieure d'une veilleuse. Grand Dieu, se dit-il, cette nuit, cette chambre n'est pas occupée par Madame de Rênal. Où sera-t-elle couchée? La famille est à Verrières, puisque j'ai trouvé les chiens, mais je puis rencontrer dans cette chambre sans veilleuse. Monsieur de Rênal lui-même, ou un étranger, et alors quel esclandre? Le plus prudent était de se retirer, mais ce parti fit horreur à Julien. Si c'est un étranger, je me sauverai à toutes jambes, abandonnant mon échelle, mais si c'est elle, quelle réception m'attend? Elle est tombée dans le repentir et dans la plus haute piété. Je n'en puis douter, mais enfin, elle a encore quelques souvenirs de moi, puisqu'elle vient de m'écrire. Cette raison le décida. Le cœur tremblant, mais cependant résolu à périr ou à la voir, il jeta des petits cailloux contre le volet. Point de réponse. Il appuya son échelle à côté de la fenêtre et frappa lui-même contre le volet, d'abord doucement, puis plus fort. Quelque obscurité qu'il fasse, on peut me tirer un coup de fusil, pensa Julien. Cette idée réduisit l'entreprise folle à une question de bravoure. Cette chambre est inhabitée cette nuit, pensa-t-il, ou quelle que soit la personne qui y couche, elle est réveillée maintenant. Ainsi, plus rien aménagé envers elle. Il faut seulement tâcher de n'être pas entendu par les personnes qui couchent dans les autres chambres. Il descendit, plaça son échelle contre un des volets, remonta et passant la main dans l'ouverture en forme de cœur, il eut le bonheur de trouver assez vite le fil de fer attaché au crochet qui fermait le volet. Il tira ce fil de fer, ce fut avec une joie inexprimable, qu'il sentit que ce volet n'était plus retenu et cédait à son effort. Il faut l'ouvrir petit à petit et faire reconnaître ma voix. Il ouvrit le volet assez pour passer la tête et en répétant la voix basse, « C'est un ami ». Il s'assura en prêtant l'oreille que rien ne troublait le silence profond de la chambre, mais décidément il n'y avait point de veilleuse, même à demi étreinte, dans la cheminée. C'était un bien mauvais signe. Gare le coup du fusil. Il réfléchit un peu, puis avec le doigt, il osa frapper contre la vitre. Pas de réponse. Il frappa puis plus fort. Quand je devais casser la vitre, il faut en finir. Comme il frappa très fort, il crut entrevoir, au milieu de l'extrême obscurité, comme une ombre blanche qui traversait la chambre. Enfin, il n'y eut plus de doute. Il vit une ombre qui semblait s'avancer avec une extrême lenteur. Tout à coup, il vit une joue qui s'appuyait à la vitre contre laquelle était son œil. Il tressaillit et s'éloigna un peu, mais la nuit était tellement noire que même à cette distance, il ne put distinguer si c'était Madame de Rênal. Il craignait un premier cri d'alarme. Depuis un moment, il entendait les chiens rôder et gronder à demi autour du pied de son échelle. « C'est moi, répétait-il assez haut, un ami. » Pas de réponse. Le fantôme blanc avait disparu. « Daignez m'ouvrir. Il faut que je vous parle, je suis trop malheureux. » Et il frappait de façon brisée la vitre. Un petit bruit sec se fit entendre, l'espagnolette de la fenêtre céder. Il poussa la croisée et sauta légèrement dans la chambre. Le fantôme blanc s'éloignait, il lui prit le bras, c'était une femme. Toutes ses idées de courage s'évanouirent. Si c'est elle, que va-t-elle dire? Que devine-t-il? Quand il comprit à un petit cri que c'était Madame de Rênal, il la laissa dans ses bras, elle tremblait et avait à peine la force de le repousser. Malheureux, que faites-vous? À peine si sa voix convulsive pouvait articuler ces mots, Julien y vit l'indignation la plus vraie. Je viens vous voir après 14 mois d'une cruelle séparation. Sortez, quittez-moi à l'instant. Hein. Ah, monsieur Chélan, pourquoi m'avoir empêché de lui écrire?
J'aurais prévenu cette horreur et le repoussa avec une force vraiment extraordinaire. Je me répands de mon crime. Le ciel a daigné m'éclairer, répétait-elle d'une voix entrecoupée. Sortez, fuyez. Après 14 mois de malheur, je ne vous quitterai certainement pas sans vous avoir parlé. Je veux savoir tout ce que vous avez fait. Ah, je vous ai laissé aimer pour mériter cette confiance. Je veux tout savoir. Malgré Madame de Rênal, ce ton d'autorité avait de l'empire sur son cœur. Julien, qui le tenait serré avec passion et résistait à ses efforts pour se dégager, cessa de la presser dans ses bras. Ce mouvement rassura un peu Madame de Rênal. « Je vais retirer l'échelle, dit-il, pour qu'elle ne nous compromette pas si quelque domestique éveillé par le bruit fait une ronde. »« Ah, sortez, sortez, au contraire, lui dit-on avec une véritable colère. Que m'importent les hommes ? C'est Dieu qui voit l'affreuse scène que vous me faites et qui m'en punira. Vous abusez lâchement de sentiments que j'eus pour vous, mais que j'en ai plus. Entendez-vous, monsieur Julien ? Il retrait l'échelle fort lentement pour ne pas faire de bruit. Te marie-t-il à la ville ? Lui dit-il, non pour la braver, mais emporté par l'ancienne habitude. N'en parlez pas ainsi, de grâce, ou j'appelle mon mari. Je ne suis déjà que trop coupable de ne pas vous avoir chassé, quoi qu'il pût en arriver. J'ai pitié de vous, lui dit-elle, cherchant à blesser son orgueil qu'elle connaissait si irritable. Ce refus de tutoiement, cette façon brusque de briser un lien si tendre et sur lequel il comptait encore portèrent jusqu'au délire le transport d'amour de Julien. « Quoi ? Est-il possible que vous ne m'aimez plus ?» lui dit-il avec un de ces accents du cœur assez difficiles à écouter de sang-froid. Elle ne répondit pas. Pour lui, il pleurait amèrement. Réellement, il n'avait plus la force de parler. Ainsi, je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé. À quoi bon vivre désormais ? Tout son courage l'avait quitté dès qu'il n'avait plus eu à craindre le danger de rencontrer un homme. Tout avait disparu de son cœur hors l'amour. Il pleura longtemps en silence, elle entendait le bruit de ses sanglots. Il prit sa main et voulut la retirer, et cependant, après quelques mouvements presque convulsifs, elle la lui laissa. L'obscurité était extrême. Ils se trouvaient l'un et l'autre assis sur le lit de Madame de Rênal. Quelle différence avec ce qui était il y a 14 mois, pensa Julien, et ses larmes redoublèrent. Ainsi l'absence détruit sûrement tous les sentiments de l'homme. Il vaut mieux m'en aller. Daignez me dire ce qui vous est arrivé, dit enfin Julien d'une voix presque étreinte par la douleur. Sans doute, répondit Madame de Rênal d'une voix dure et dont l'accent avait quelque chose de sec et de reprochant pour Julien. Mes égarements étaient connus dans la ville, lors de votre départ. Il y avait eu tant d'imprudence dans vos démarches. Quelque temps après, alors j'étais au désespoir. Le respectable M. Chélan vint me voir. Ce fut en vain que pendant longtemps il voulut obtenir un aveu. Un jour, il eut l'idée de me conduire dans cette église de Dijon où j'ai fait ma première communion. Là, il osa parler le premier. Madame de Rênal fut interrompre par ses larmes. Quel moment de honte! J'avouai tout. Cet homme si bon daigna ne point m'accabler du poids de son indignation. Il s'affligea avec moi. Dans ce temps-là, je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer. Je les cachais soigneusement et quand j'étais trop malheureuse, je m'enfermais dans ma chambre et relisais mes lettres. Enfin, M. Chélan obtint que je les lui remettais. Quelques-unes, écrites avec un peu plus de prudence, vous avaient été envoyées. Vous ne me répondiez point. Jamais, je te jure, je n'ai reçu aucune lettre de toi au séminaire. Grand Dieu, qui les aura interceptées. Juge de ma douleur, avant le jour où je t'aperçus à la cathédrale, je ne savais si tu vivais encore. Dieu me fit la grâce de comprendre combien je péchais envers lui, envers mes enfants, envers mon mari, reprit Madame de Rênal. Il ne m'a jamais aimé comme je croyais alors que vous m'aimiez. Julien se précipita dans ses bras, réellement sans projet et hors de lui. Mais Madame de Rênal le repoussa et continua avec assez de fermeté. Mon respectable ami M. Chélan me fit comprendre qu'en épousant M. de Rênal, je lui avais engagé toutes mes affections, même celles que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais éprouvées avant une liaison fatale.
Depuis le grand sacrifice de ces lettres, qui m'étaient si chères, ma vie s'est écoulée. Sinon, heureusement du moins avec assez de tranquillité. Ne la troublez point, soyez un ami pour moi, le meilleur de mes amis. Julien couvrit ses mains de baisers. Ses mains de baisers, et sentit qu'il pleurait encore. Ne pleurez point, vous me faites tant de peine. Dites-moi à votre tour ce que vous avez fait. Julien ne pouvait parler. Je veux savoir votre genre de vie au séminaire, répéta-t-elle. Puis vous en irez. Sans penser à ce qu'il racontait, Julien parla des intrigues et des jalousies sans nombre qu'il avait d'abord rencontrées, puis de sa vie plus tranquille depuis qu'il avait été nommé répétiteur. Ce fut alors, ajouta-t-il, qu'après un long silence qui sans doute était destiné à me faire comprendre ce que je vois trop aujourd'hui, que vous ne m'aimiez plus et que j'étais devenu indifférent pour vous. Madame de Rênal serra ses mains. Ce fut alors que vous m'envoyâtes une somme de 500 francs. Jamais, dit Madame de Rênal. C'est une lettre timbrée de Paris et signée Paul Sorel afin de déjouer tous les soupçons. Il s'éleva une petite discussion sur l'origine possible de cette lettre. La position morale changea. Sans le savoir, Madame de Rênal et Julien avaient quitté le ton solennel. Ils étaient revenus à celui d'une tendre amitié. Ils ne se voyaient point, tant l'obscurité était profonde, mais le son de la voix disait tout. Julien passa le bras autour de la taille de son ami. Ce mouvement avait bien des dangers. Elle essaya d'éloigner le bras de Julien, qui, avec assez d'habileté, attira son attention dans ce moment par une circonstance intéressante de son récit. Ce bras fut comme oublié et resta dans la position qu'elle occupait. Après bien des conjectures sur l'origine de la lettre aux 500 francs, Julien avait repris son récit. Il devenait un peu plus maître de lui en parlant de sa vie passée, qui, après de ce qui lui arrivait, en cet instant l'intéressait si peu. Son attention se fixa tout entière sur la manière dont allait finir sa visite. « Vous allez sortir, lui disait-on, toujours de temps en temps, et avec un accent bref. Quelle honte pour moi si je suis conduit. Ce sera un remords à empoisonner toute ma vie, se disait-il. Jamais elle ne m'écrira. Dieu sait quand je reviendrai dans ce pays. De ce moment, tout ce qu'il y avait de céleste dans la position de Julien disparut rapidement de son cœur. Assis à côté d'une femme qu'il adorait, la serrant presque dans ses bras, dans cette chambre où il avait été si heureux au milieu d'une obscurité profonde, distinguant fort bien que depuis un moment elle pleurait, sentant au mouvement de sa poitrine qu'elle avait des sanglots, et le malheur de devenir un froid politique presque aussi calculant et aussi froid que lorsque, dans la cour du séminaire, il se voyait un but à quelque mauvaise plaisanterie de la part d'un de ses camarades plus fort que lui. Julien faisait durer son récit et parlait de la vie malheureuse qu'il avait menée depuis son départ de Verrières. Ainsi se disait Madame de Rênal après un an d'absence, privée presque entièrement de marques de souvenirs, tandis que moi, je l'oubliais, il n'était occupé que des jours heureux qu'il avait trouvés à Vergy. Ses sanglots redoublaient. Julien vit le succès de son récit, comprit qu'il fallait tenter la dernière ressource. Il arriva brusquement à la lettre qu'il venait de recevoir de Paris. « J'ai pris congé de monseigneur l'évêque. »« Quoi ? Vous ne retournez pas à Besançon ? Vous nous quittez pour toujours ?» ?»« Oui, répondit Julien, d'un ton résolu. « Oui, j'abandonne un pays où je suis oublié même de ceux que j'ai le plus aimé à ma vie, et je le quitte pour ne jamais le revoir. Je vais à Paris. »« Tu vas à Paris ?» s'écria assez haut Madame de Rênal. Sa voix était presque étouffée par les larmes et montrait tout l'excès de son trouble. Julien avait besoin de cet encouragement. Il allait tenter une démarche qui pouvait tout décider contre lui. Et avant cette exclamation, n'y voyant point, il ignorait absolument l'effet qu'il parvenait à produire. Il n'hésita plus. La crainte du remords lui donnait tout empire sur lui-même. Il ajouta froidement en se levant. « Oui, madame, je vous quitte pour toujours. Soyez heureuse. Adieu. » Il fit quelques pas vers la fenêtre, déjà il l'ouvrait. Madame de Rênal s'élança vers lui.
Il sentit sa tête sur son épaule et qu'elle le serrait dans ses bras en collant sa joue contre la sienne. Ainsi, après 3 heures de dialogue, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion pendant les deux premières. Un peu plus tôt arrivé, le retour aux sentiments tendres. L'éclipse des remords chez Madame de Rênal eût été un bonheur divin. Ainsi obtenu avec art, ce ne fut plus qu'un triomphe. Julien voulut absolument, contre les instances de son ami, allumer la veilleuse. « Veux-tu donc, lui disait-il, qu'il ne me reste qu'un souvenir de t'avoir vu ? L'amour qui est sans doute dans ses yeux charmants sera donc perdu pour moi ? La blancheur de cette jolie main me sera donc invisible ? Songe que je te quitte pour bien longtemps peut-être. » Quelle honte, se disait Madame de Rênal, mais elle n'avait rien à refuser à cette idée de séparation pour toujours qui la faisait fondre en larmes. L'aube commençait à dessiner vivement les contours des sapins sur la montagne, à l'orient de Verrières. Au lieu de s'en aller, Julien, ivre de volupté, demandait à Madame de Rênal de passer toute la journée cachée dans sa chambre et de ne partir que la nuit suivante. « Et pourquoi pas, répondit-elle, cette fatale rechute m'ôte toute estime pour moi, et fait à jamais mon malheur. » Et elle le pressait contre son cœur avec ravissement. « Mon mari n'est plus le même, il a des soupçons, il croit que je l'ai mené dans toute cette affaire, et se montre fort piqué contre moi. S'il entend le moindre bruit, je suis perdue, il me chassera comme une malheureuse que je suis. » « Ah, voilà une phrase de Monsieur Chélan, dit Julien. Tu ne m'aurais pas parlé ainsi, avant ce cruel départ pour le séminaire. Tu m'aimais alors. » Julien fut récompensé du sang-froid qu'il avait mis dans ce mot. Il vit son ami oublier en un clin d'œil le danger que la présence de son mari lui faisait courir, pour songer au danger bien plus grand de voir Julien douter de son amour. Le jour croissant rapidement éclairait vivement la chambre. Julien retrouva toutes les voluptés de l'orgueil lorsqu'il put revoir dans ses bras et presque à ses pieds cette femme charmante, la seule qui lui aimait et qui peu d'heures auparavant était tout entière à la crainte d'un Dieu terrible et à l'amour de ses devoirs. Des résolutions fortifiées par un an de constance n'avaient pu tenir devant son courage. Bientôt on entendit du bruit dans la maison. Une chose à laquelle elle n'avait pas songé vint troubler Madame de Rênal. « Cette méchante Élisa va entrer dans la chambre. Que faire de cette énorme échelle ?» dit-elle à son amie. « Où la cacher ? Je vais la porter au grenier, s'écria-t-elle tout à coup avec une sorte d'enjouement. « C'est là ta physionomie d'autrefois, dit Julien ravi. Mais il faut passer dans la chambre du domestique. Je laisserai l'échelle dans le corridor, j'appellerai le domestique et lui donnerai une commission. Songe à préparer un mot pour le cas où le domestique passant devant l'échelle dans le corridor la remarquera. Oui, mon ange, dit Madame de Rênal, en lui donnant un baiser. Toi, songe à le cacher bien vite sous le lit. Songe à te cacher bien vite sous le lit, si pendant mon absence Élisa entre ici. Julien fut étonné de cette gaieté soudaine. Ainsi, pensa-t-il, l'approche d'un danger matériel loin de la troubler lui rend sa gaieté parce qu'elle oublie ses remords. Femme vraiment supérieure, hein. Voilà un cœur dans lequel il est glorieux de régner. Julien était ravi. Madame de Rênal prit l'échelle et elle était évidemment trop pesante pour elle. Julien allait à son secours. Il admirait cette taille élégante et qui était si loin d'annoncer de la force lorsque tout à coup, sans aide, elle saisit l'échelle et l'enleva comme elle eût fait une chaise. Elle la porta rapidement dans le corridor du 3e étage, où elle la coucha le long du mur. Elle appela le domestique et pour lui laisser le temps de s'habiller, monta au colombier. 5 minutes après, à son retour dans le corridor, elle ne trouva plus l'échelle. Qu'était-elle devenue ? Si Julien eût été hors de la maison, ce danger ne l'eût guère touché. Mais dans ce moment, si son mari voyait cette échelle, cet incident pouvait être abominable. Madame de Rênal courait partout. Enfin, elle découvrit cette échelle sous le toit où le domestique l'avait portée et même cachée. Cette circonstance était singulière. Autrefois, elle l'eût alarmée. « Que m'importe, pensa-t-elle, ce qui peut arriver dans 24 heures quand Julien sera parti. Tout ne sera-t-elle pas alors pour moi horreur et remords ?» Elle avait comme une idée vague de devoir quitter la vie, mais qu'importe.
après une séparation qu'elle avait crue éternelle, et lui était rendue, elle le revoyait, et ce qu'il avait fait pour parvenir jusqu'à elle montrait tant d'amour. En racontant l'événement de l'échelle à Julien, que répondrai-je à mon mari, lui dit-elle, si le domestique lui conte qu'il a trouvé cette échelle. Elle rêva un instant. Il leur faudra 24 heures pour découvrir le paysan serrant d'un mouvement convulsif. Mourir, mourir ainsi, s'écria-t-elle, le couvrant de baisers, mais il ne faut pas que tu meures de faim, dit-elle en riant. Viens, d'abord, je vais te cacher dans la chambre de Madame Derville, qui reste toujours fermée à clé. Elle alla veiller à l'extrémité du corridor, et Julien passa en courant. Garde-toi d'ouvrir si l'on frappe, lui dit-elle en l'enfermant à clé. Dans tous les cas, ce ne serait qu'une plaisanterie des enfants en jouant entre eux. Fais-le venir dans le jardin sous la fenêtre, dit Julien, que j'ai le plaisir de les voir. Fais-les parler. Oui, oui, lui cria Madame de Rênal en s'éloignant. Et reviens bientôt avec des oranges, des biscuits, une bouteille de vin de Malaga. Il lui avait été impossible de voler du pain. Que fait ton mari, dit Julien. Il écrit des projets des marchés avec des paysans. Mais 8 heures avaient sonné, on faisait beaucoup de bruit dans la maison. Si l'on n'eût pas vu Madame de Rênal, on le cherchait partout, et fut obligé de le quitter. Bientôt elle revint contre toute prudence, lui apportant une tasse de café. Elle tremblait qu'il ne mourût de faim. Après le déjeuner, elle réussit à amener les enfants sous la fenêtre de la chambre de Madame Derville. Il les trouva fort grands, mais ils avaient pris l'air commun, ou bien ses idées avaient changé. Madame de Rênal leur parla de Julien. L'aîné répondit avec amitié et regret pour l'ancien précepteur, mais il se trouva que les cadets l'avaient presque oublié. Monsieur de Rênal ne sortit pas ce matin-là. Il montait et descendait sans cesse dans la maison, occupé à faire des marchés avec des paysans auxquels il vendait sa récolte de pommes de terre. Jusqu'au dîner, Madame de Rênal n'eut pas un instant à donner à son prisonnier. Le dîner sonnait et servi. Elle eut l'idée de voler pour lui une assiette de soupe chaude. Comme elle approchait sans bruit de la porte de la chambre qu'il occupait, portant cette assiette avec précaution, elle se trouva face à face avec le domestique qui avait caché l'échelle le matin. Dans ce moment, il s'avançait aussi sans bruit dans le corridor et comme écoutant. Probablement Julien avait marché avec prudence. Le domestique s'éloigna un peu confus. Madame de Rênal entra hardiment chez Julien. Cette rencontre le fit frémir. « Tu as peur, lui dit-elle. Moi, je braverai tous les dangers du monde et sans sourcil. » Il sans sourciller. « Je ne crains qu'une chose. C'est le moment où je serai seule après ton départ. » Et il le quitta en courant. « Ah !» se dit Julien exalté, « le remords est le seul danger que redoute cette âme sublime. » Enfin, le soir vint, et Monsieur de Rênal alla le soir vint. Monsieur de Rênal alla au casino. Sa femme avait annoncé une migraine affreuse et se retira chez elle. Se hâta de renvoyer Élisa et se releva bien vite pour aller ouvrir à Julien. Il se trouva que réellement il mourait de faim. Madame de Rênal alla à l'office chercher du pain. Julien entendit un grand cri. Madame de Rênal revint et lui raconta qu'entrant dans l'office sans lumière, s'approchant d'un buffet où l'on serrait le pain et étendant la main, elle avait touché un bras de femme. C'était Élisa qui avait jeté le cri entendu par Julien. Que faisait-elle là ? Elle volait quelques sucreries ou bien elle nous épiait, dit Madame de Rênal avec une indifférence complète. Mais heureusement, j'ai trouvé un pâté et un gros pain. Qu'y a-t-il donc là ? Dit Julien en lui montrant les poches de son tablier. Madame de Rênal avait oublié que depuis le dîner, elles étaient remplies de pain. Julien la serra dans ses bras avec la plus vive passion. Jamais elle ne lui avait semblé si belle. Même à Paris, se disait-il confusément, je ne pourrais rencontrer un plus grand caractère. Elle avait toute la gaucherie d'une femme peu accoutumée à ces sortes de soins, en même temps le vrai courage d'un être qui ne craint que des dangers d'un autre ordre et bien autrement terribles. Pendant que Julien soupait de grands appétits,
et que son amie le plaisantait sur la simplicité de ce repas, car elle avait horreur de parler sérieusement. La porte de la chambre fut tout à coup secouée avec force. C'était M. de Rênal. « Pourquoi t'es-tu enfermé » lui cria-t-il. Julien n'eut que le temps de se glisser sous le canapé. « Quoi ? Vous êtes tout habillé » dit M. de Rênal en entrant. Vous soupez et vous avez fermé votre porte à clé » Les jours ordinaires, cette question, faite avec toute la sécheresse conjugale, troublait Madame de Rênal, mais elle sentait que son mari n'avait qu'à se baisser un peu pour apercevoir Julien. Car M. de Rênal s'était jeté sur la chaise que Julien occupait un moment auparavant vis-à-vis le canapé. La migraine servit d'excuse à tout. Pendant qu'à son tour, son mari lui contait longuement les incidents de la poule qu'il avait gagnée au billard du casino. « Une poule de 19 francs, ma foi », ajouta-t-il. Elle aperçut sur une chaise, à 3 pas devant eux, le chapeau de Julien. Son sang-froid redoubla et se mit à se déshabiller et dans un certain moment passa rapidement derrière son mari, jeta un robe sur la chaise au chapeau. Monsieur de Rênal partit enfin. Elle pria Julien de recommencer le récit de sa vie au séminaire. Hier, je ne t'écoutais pas, je ne songeais pendant que tu parlais qu'à obtenir de moi le courage de te renvoyer. Elle était l'imprudence même. Il parlait très haut. Il pouvait être 2 heures du matin quand ils furent interrompus par un coup violent à la porte. C'était encore M. de Rênal. « Ouvrez-moi bien vite. Il y a des voleurs dans la maison, disait-il. Saint-Jean a trouvé leur échelle ce matin. »« Voici la fin de tout, s'écria Madame de Rênal en se jetant dans les bras de Julien. Il va nous tuer tous les deux. Il ne croit pas aux voleurs. Je vais mourir dans tes bras, plus heureuse à ma mort que je ne le fus de la vie. » Elle ne répondait nullement à son mari qui se fâchait et elle embrassait Julien avec passion. « Sauve la mère de Stanislas, lui dit-il avec le regard du commandement. Je vais sauter dans la cour par la fenêtre du cabinet et me sauver dans le jardin. Les chiens m'ont reconnu. Fais un paquet de mes habits et jette-les dans le jardin aussitôt que tu pourras. En attendant, laisse enfoncer la porte sur tout point d'aveu. Je le défends. Il vaut mieux qu'il ait des soupçons que des certitudes. Tu vas te tuer en sautant, fut sa seule réponse et sa seule inquiétude. Elle alla avec lui à la fenêtre du cabinet et prit ensuite le temps de cacher ses habits. Elle ouvrit enfin à son mari bouillant de colère. Il regarda dans la chambre, dans le cabinet, sans mot dire, et disparut. Les habits de Julien lui furent jetés et il les saisit et courut rapidement vers le bas du jardin du côté de Doubs. Comme il courait, il entendit siffler une balle et aussitôt le bruit d'un coup de fusil. « Ce n'est pas M. de Rênal, pensa-t-il, il tire trop mal pour cela. » Les chiens couraient en silence à ses côtés. Un second coup cassa apparemment la patte à un chien car il se mit à pousser des cris lamentables. Julien sauta le mur d'une terrasse, fit à couvert une 50aine de pas et se remit à fuir dans une autre direction. Il entendit des voix qui s'appelaient et vit distinctement le domestique, son ennemi, tirer un coup de fusil. Un fermier vient aussi tirailler de l'autre côté du jardin. Mais déjà Julien avait gagné la rive du Doubs où il s'habillait. Une heure après, il était à une lieue de Verrières, sur la route de Genève. Si l'on a des soupçons, pensa Julien, c'est sur la route de Paris qu'on me cherchera. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense qu'on avait beaucoup de lectures. Donc, merci de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. On commencera par la partie 2 de ce livre. À bientôt.